La fonctionnalité de classe virtuelle, c'est une fonctionnalité qui est super puissante, super intéressante, qui est très utilisée depuis son arrivée sur Didacte. On veut maintenant vous aider à bien comprendre toutes les opportunités qui viennent avec la fonctionnalité, mais aussi les meilleures pratiques pour en tirer le maximum. La première étape va bien sûr être la création d'une classe virtuelle dans votre plan de cours. Donc, la configuration d'une classe virtuelle se fait en seulement quelques étapes. Vous allez voir, c'est très simple. La première étape, évidemment, ça va être de créer la leçon de type classe virtuelle dans votre plan de formation. La classe virtuelle est un type de leçon qui est exclusif au plan pro et entreprise. Donc, ce qu'on va vouloir faire, comme vous allez voir, c'est très simple. Au niveau du plan de formation, on va aller dans le bas et on va trouver la leçon de type classe virtuelle. On va la glisser, on va l'ajouter dans notre plan de cours et lui donner un nom. On enregistre. Maintenant, la leçon existe dans notre formation. Par contre, il y a quelques bonnes pratiques qu'on vous encourage à faire. Une classe virtuelle, c'est un élément qui est accessible à un temps précis. Donc, ce qu'on va vouloir vous recommander très souvent, c'est d'utiliser la fonctionnalité de classe virtuelle en combinaison avec la fonctionnalité de déblocage progressif. C'est-à-dire, si j'ai hypothétiquement une classe virtuelle qui est programmée au 1er novembre, on est le 15 septembre. Il est fort probable que je veuille commencer à faire des inscriptions dès aujourd'hui, mais je ne veux pas que les gens puissent accéder aux liens avant le 1er novembre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'inscription est permise, mais l'accès au plan de formation, lui, est débloqué selon une date fixe. Donc, au niveau du déblocage progressif, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dire « J'active le déblocage progressif à date fixe, le 1er novembre. » Donc, disons, ma classe virtuelle est à 8 h le matin, 2 h de l'après-midi, peu importe. C'est correct de débloquer avec quelques heures de préavis au niveau du déblocage progressif. Donc, les gens, entre le 15 septembre et le 1er novembre, n'auront pas accès au plan de formation. Donc, ainsi, s'il y avait une classe virtuelle, mais il y avait des examens, il y avait des documents, quoi que ce soit, les gens, vous allez leur permettre de seulement y avoir accès à la date telle que convenue. Et pour le reste, bien évidemment, puisqu'il y a un décalage de l'heure, la classe virtuelle va être bloquée jusqu'à l'heure programmée de toute façon. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, ainsi, on s'assure qu'une personne ne peut pas se connecter, aller sauter par-dessus la classe virtuelle, faire des examens et compléter avant même que la classe virtuelle ait lieu. Donc, de cette façon-là, vous gardez un meilleur contrôle sur la progression de vos participants. Lorsqu'on a créé notre classe virtuelle, donc on va aller programmer vraiment la date et l'heure au niveau de la leçon. Donc, au niveau du plan de formation, c'est très simple. On va aller au niveau de modifier le contenu. On accède aux paramètres de la classe virtuelle. Et vous allez voir, il y a très peu d'informations, donc c'est très difficile de se tromper. On va aller programmer le 1er novembre à 8 h du matin, le fuseau horaire, on enregistre et à ce moment, la classe virtuelle est programmée, est accessible également pour vous à titre de formateur à tout moment, alors que pour les participants, eux, la page va être bloquée jusqu'au 1er novembre, 8 h, et à ce moment, à 8 h, le bouton va être affiché pour pouvoir accéder à la classe virtuelle. Ça vous permet évidemment d'aller préparer votre classe virtuelle quelques minutes en avance, mettre vos présentations, vous assurer que vous êtes prêt à performer, à donner votre formation, sans être à risque que des gens puissent se connecter en avance et puissent voir vos tests. On va donc passer en revue les différents paramètres de base lorsqu'on accède à une classe virtuelle. Donc, c'est important de comprendre qu'à titre de formateur, vous devez vraiment activer la classe virtuelle par l'éditeur de formation, donc vraiment le détail de la leçon comme on peut le voir présentement. Donc, lorsque je vais cliquer sur la classe virtuelle, dans un nouvel onglet, on va m'ouvrir vraiment l'espace de classe virtuelle. Premier élément, on va me demander si je veux me connecter à titre d'écoute seulement ou avec le microphone, donc pour vraiment l'audio et aussi la caméra. À titre de formateur, évidemment, vous devez prendre le premier paramètre qui va vous amener vers une configuration, un test d'écho qu'on appelle. Donc, normalement, vous devriez vous entendre un petit peu. C'est comme ça que le système va aller valider si la bonne configuration a été faite au niveau de votre entrée sonore. Donc, je me suis entendu. Parfait. Donc, lorsqu'on atterrit dans une classe virtuelle, par défaut, l'interface va être dans la langue de votre navigateur. Donc, sachez que ce paramètre peut être modifié à tout moment. Dans la section en haut à droite, au niveau des options, j'ai les paramètres et je peux aller choisir ma langue de préférence. Et à ce moment-là, les différentes sections sont maintenant affichées en français. Prenez note que cette configuration-là, ce paramètre-là est vraiment au niveau de l'utilisateur. Donc, c'est propre à chaque utilisateur. Si une personne vous mentionne que l'interface n'est pas dans la bonne langue, vous pourrez à ce moment-là, en fond, l'orienter dans la bonne direction, donc par le menu au niveau des paramètres. Un autre élément aussi qui est important, si vous avez des personnes qui vous mentionnent que le son coupe, que l'image n'est pas nécessairement très bonne, fort à parier que c'est à cause de leur connexion Internet. Dans les paramètres, il y a une section qui s'appelle « Économie de données ». Donc, au besoin,
vous pourriez orienter vos utilisateurs vers cette section-là pour qu'ils puissent désactiver des éléments qui vont être plus énergivores sur la bande passante, donc pour leur permettre vraiment de maximiser le peu de qualité Internet qu'ils ont pour avoir la meilleure expérience possible. Il y a différentes sections. Si on passe en revue, il va y avoir la discussion publique, donc ce qui est l'outil de messagerie. Donc, à tout moment, vous pouvez communiquer avec vos participants. Un élément qui est très intéressant, ça va être les notes partagées. Donc, les notes partagées, il faut comprendre, vous pouvez faire un bilan collectif tout au long de la rencontre ou à la fin de la classe virtuelle pour vous assurer que les participants quittent avec les mêmes informations. Donc, de cette façon-là, ça devient un nouvel outil pour vous par la suite de référence pour vos participants. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair, vous pourrez référer un étudiant au paragraphe 3, 4, un élément très spécifique dans les notes. Donc, vous assurez qu'il n'y a pas personne qui part avec une mauvaise interprétation, une mauvaise note à la fin de la classe virtuelle. Vous avez le petit bouton en bas à gauche des actions qui vous permet, au besoin, d'aller débuter un sondage. Donc, si on veut, on peut aller poser des questions avec des formats de questions qui sont prédéterminés ou encore créer mes choix d'options. Donc, choix 1, choix 2 et ainsi de suite. On démarre le sondage, les gens vont être capables de voter et vous allez avoir les résultats de chacun des utilisateurs et également un résultat plus aggloméré, donc vous sortant des statistiques. Dans les différentes autres fonctionnalités, il y a au niveau des boutons d'action, donc que ce soit les sondages, charger une présentation, partager une vidéo externe. Quelque chose qui est très important, il faut comprendre, la classe virtuelle, ça demande quand même un certain volume de données qui est transféré entre les ordinateurs. Donc, si vous avez à diffuser une vidéo, préférablement, vous allez le faire avec le lien direct, donc en utilisant l'option « Partager une vidéo externe ». Si vous essayez de jouer, par exemple, une vidéo qui est dans un PowerPoint, le PowerPoint est diffusé dans un partage d'écran, il faut comprendre que le fichier source est très loin de l'utilisateur et va être recompressé à multiples reprises. Donc, à chaque fois, il y a une perte de qualité. Donc, on veut toujours essayer d'avoir l'accès le plus direct entre le médium et le participant. Donc, si vous êtes capable, que ce soit les liens YouTube, Vimeo, on accepte pas mal tous les liens principaux de lecture de vidéo sans problème. Donc, utilisez cette option-là plutôt qu'avoir le réflexe classique de automatiquement vouloir faire un partage d'écran. Les partages d'écran, on essaie de se le garder dans un contexte très spécifique que je vais revenir. Donc, au niveau de l'interface visuelle de la classe virtuelle, de l'espace de diffusion, il y a quelques boutons importants à comprendre. Donc, on va passer quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, évidemment, dans le bas au centre, vous allez avoir vos boutons d'activation du son, de la caméra, du partage d'écran et possiblement, si vous le désirez, le bouton pour quitter l'audio. Donc, on se rappelle que lorsqu'on s'est connecté, on s'est connecté avec un accès micro et audio. Si je le désirais, je pourrais me retirer à titre de présentateur et me mettre dans une position vraiment plus participant passif, comme je l'ai mentionné plus tôt, donc en écoute seulement. Donc, si on désirait faire un partage d'écran, je prends le temps de mettre quelques précisions au niveau du partage d'écran parce qu'il y a quelques alternatives dans l'outil de Didact. C'est-à-dire, sur les autres outils qui existent, très souvent, on va tomber en mode partage d'écran pour à peu près tous les scénarios où on veut diffuser un contenu autre que notre caméra. Le problème avec cette approche, c'est que ça demande beaucoup de bandes passantes. Donc, si vos gens sont en région ou un participant a une mauvaise connexion Internet, on ne lui donne pas de chance. L'outil de Didact vous permet d'avoir des alternatives qui vont maximiser la bande passante puisque très souvent, les éléments que vous allez vouloir présenter sont statiques ou très peu dynamiques. Je vais le dire de cette façon-là. Donc, le bon cas d'utilisation pour un partage d'écran, c'est si on veut vraiment partager l'écran et démontrer, donc on se promène dedans et on démontre vraiment des éléments de façon dynamique. Fort à parier que votre cas d'utilisation le plus simple va être simplement pour démontrer un PowerPoint ou un fichier PDF ou une présentation plus statique. Donc, prenant le cas type où je voudrais diffuser une présentation PowerPoint ou un fichier PDF, plutôt que faire un partage d'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais le téléverser dans ma classe virtuelle. C'est ce qui va remplacer l'élément blanc qu'on voit ici. Donc, Didact téléverse un template, donc un outil de base pour meubler l'espace, mais vous pouvez aller téléverser le vôtre. Donc, très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir et aller chercher un fichier quelconque. Parfait. Donc là, vous allez voir, dans le fond, il est prêt à être chargé. On a d'autres boutons aussi. Donc, par défaut, le téléchargement n'est pas permis de ces documents. Vous pouvez l'activer si vous le désirez. Sinon, vous pouvez supprimer les documents qui sont inutiles. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs au besoin. Donc, lorsque je télécharge, ça va remplacer mon espace qui disait « Bienvenue »,« Welcome » pour vraiment mettre mon fichier PDF dans le cas ici, qui est une documentation complète avec différentes
diapositive si je le veux. Donc, comme vous le voyez, je peux me promener d'une diapositive à une autre sans aucun problème, comme je le ferais avec un PowerPoint. Au besoin, je peux revenir à mon élément principal. Donc, on peut, en amont à la classe virtuelle, venir téléverser plusieurs documents et simplement aller choisir la source par la suite. À la droite de notre écran de diffusion, on a différents outils. Donc, au besoin, on a les outils de démonstration. Donc, si je voulais écrire un texte ou encore utiliser un peu comme un tableau blanc, puis aller identifier des zones dans ma présentation, très, très simple. On peut supprimer à tout moment. Si on le désire, on veut pouvoir permettre l'activation de ces outils-là à nos participants. Donc, par défaut, seulement le formateur et les présentateurs y ont accès, mais si vous le désirez, vous pouvez également rendre ça possible pour vos participants. Si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez annuler évidemment le dernier élément que vous avez fait et au besoin, vous pouvez aller jouer avec les différentes couleurs pour vos encadrés et pour vos crayons afin de prendre des notes qui vont être faciles à comprendre et à bien voir. Pour la gestion de vos utilisateurs, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, au haut de l'interface, on est capable de voir les participants avec la caméra qui est activée. On est capable également de voir à la gauche, dans la barre verticale, la liste complète des participants qui sont connectés. Donc, le cumul des personnes avec les caméras, mais aussi ceux qui sont connectés en écoute seulement. Au besoin, vous allez voir qu'on peut redimensionner le focus de l'écran. Donc, c'est un paramètre qui est vraiment spécifique à l'utilisateur. Donc, si un utilisateur vous mentionne que son écran au niveau du partage d'écran est très petit, simplement qu'à lui mentionner qu'il a le contrôle sur cet élément, sachez que si vous changez le ratio, ce ratio-là ne s'appliquera pas sur vos participants. Donc, on est capable de voir à la gauche ma liste des participants, ceux qui ont le micro d'activer, ceux qui ont le micro présentement en mode muet. Donc, on est capable d'identifier les personnes qui par moment, vont avoir oublié et qui peuvent être en cause d'un bruit de fond qui est une distraction pour le reste de vos participants. Donc, c'est facile de prendre action. Si on le désire, on est capable également d'aller travailler avec les icônes de statut. Donc, un participant au besoin peut lever la main. Donc, si je regarde au niveau de mon participant à moi, de mon utilisateur, si je le désirais, je pourrais aller mettre un statut si j'avais une émotion quelconque à vouloir témoigner. Donc, j'aurais différents outils, différentes icônes pour le faire. Certains vont travailler avec ces icônes-là pour la prise de parole. Personnellement, je vous recommande d'encourager les gens à simplement le mentionner dans l'outil de messagerie lorsqu'ils ont une question. C'est plus visuel, c'est plus facile de garder le contrôle et aussi, ça ne devient pas une distraction. Vous avez plus facilement le contrôle sur le moment précis que vous allez répondre. Au besoin, vous pouvez toujours aller supprimer les différents statut d'icône par la petite icône d'engrenage située juste au haut de votre liste d'utilisateurs. Si je le désirais, je pourrais assigner une personne comme étant un modérateur, un présentateur supplémentaire à ma classe virtuelle. Donc, pour ce faire, très, très simple, je vais aller regarder au niveau de Marie-Hélène et je pourrais lui donner un rôle de présentateur. Comme vous pourrez le marquer, à la gauche dans notre liste d'utilisateurs, on a deux types d'icônes pour nos utilisateurs. Tu as les utilisateurs avec une pastille ronde et les utilisateurs avec une icône plus carrée. Donc, c'est un référent visuel pour vous permettre de voir les personnes qui ont un rôle de présentateur, modérateur versus ceux qui sont les participants standards. Donc, il ne peut qu'y avoir un présentateur à la fois, il peut y avoir plusieurs collaborateurs, modérateurs. Donc, le présentateur, quant à lui, est en charge de vraiment avoir le contrôle sur ce qui est présenté visuellement, alors que les autres personnes, les modérateurs, peuvent interagir, peuvent au besoin bannir des utilisateurs. Donc, il y a une gestion avec plus la gestion de votre communauté, de vos participants, si je peux le dire de cette façon-là. Au besoin, les présentateurs peuvent toujours aller reprendre leur rôle. Donc, présentement, si je permets Marie-Hélène à devenir la personne qui présente le contenu, elle peut aller modifier les présentations, elle peut se promener dans les différentes diapositives. Si nécessaire, je n'ai pas besoin d'attendre que Marie-Hélène me redonne la position de présentateur. Étant une personne avec la permission, je peux aller rechercher moi-même mon rôle de présentateur et reprendre le contrôle sur la classe virtuelle. Donc, on peut se prêter le rôle à différents moments dans la classe virtuelle de cette façon-là. Maintenant, une fonctionnalité qui est très appréciée, très demandée, très populaire, on va parler des salles de réunion privées. Pour créer des salles de réunion privées, c'est très, très simple. Donc, en cliquant sur le petit engrenage, on va aller choisir l'outil de réunion privée. Et à ce moment-là, on est capable d'aller attribuer des personnes dans différentes salles. Je peux créer un nombre significatif de salles, donc jusqu'à 8 salles en simultané. Je peux limiter la durée également.
Et on n'est pas obligé de se rendre à la durée à tout moment. Si après 10 minutes, personne n'a rien à dire, on peut demander aux gens de revenir dans la salle principale. Donc, lorsqu'on va avoir assigné nos gens de cette façon-ci, je crée, ça va générer et inviter mes utilisateurs dans une seconde salle. Donc, il faut comprendre que chaque salle est gérée de façon indépendante. Donc, l'utilisateur va être redemandé de choisir s'il veut être en écoute seulement ou avec son micro, refaire le test d'écho comme la première fois. Et à ce moment-là, je suis simultanément dans ma salle avec présentement Guillaume. Mes gens sont en attente dans ma salle principale. Au besoin, à titre de modérateur, à titre de présentateur, je peux aller consulter mes différentes salles et rejoindre les autres salles de réunion. Donc, je peux me promener de salle en salle et aller intervenir, aller prendre le pouls de mes participants et de voir s'ils progressent bien dans l'exercice en question. Donc, dans le cas ici, je suis en train d'accéder à une troisième salle. Donc, je suis simultanément dans 3 salles différentes, ma salle principale et mes 2 sous-groupes, qui sont les ateliers avec les gens que j'aurai identifiés. À tout moment, on a toujours le décompte pour voir il reste combien de temps dans la salle. Et comme je le mentionnais, si jamais on n'a pas besoin de se rendre à la durée maximale, on peut terminer toutes les réunions privées en un seul clic, ce qui va ramener nos gens dans la salle principale pour pouvoir reprendre le cursus de formation. En terminant, sachez qu'il est toujours possible d'aller enregistrer votre liste de participants via l'interface. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment une capture dans un moment très précis. Donc, ça ne fait pas le recensement cumulatif durant votre classe virtuelle, mais c'est quand même un bon indicateur, soit en début, en milieu ou en fin, pour être capable d'avoir un référent sur les personnes qui se sont présentées, qui ont participé à votre classe virtuelle. Donc, pour ce faire, encore une fois, dans la section des utilisateurs, on va aller cliquer sur l'engrenage et on va cliquer sur le bouton « Sauvegarder le nom des utilisateurs ». Ça va générer un fichier TXT qui va être un recensement des personnes présentes à la classe virtuelle au moment très précis où j'ai enregistré. À titre de formateur, pour bien quitter votre classe virtuelle, pour vous assurer que personne ne va rester et dire des niaiseries, vous avez le contrôle sur la fermeture de la classe virtuelle. Donc, une personne peut quitter son navigateur, peut revenir tant que la classe est activée. Par contre, si vous avez cliqué sur le bouton « Mettre fin à la réunion », à ce moment-là, la personne ne sera pas autorisée à revenir. Le bouton se situe au même petit menu qu'on a vu plus tôt, donc en haut à droite, les 3 petits boutons. Et on a simplement qu'à aller cliquer sur « Mettre fin à la réunion ». Donc, ce bouton-là va permettre de mettre fin à la réunion pour tous les participants, alors que le bouton juste en dessous « Déconnexion » est vraiment pour un utilisateur spécifique, donc possiblement pour vous ou chacun de vos participants de façon individuelle. Comme j'en ai fait mention, en entrée de jeu, on vous encourage toujours à aller mettre une leçon de type test, quiz, après une classe virtuelle pour aller valider l'appréciation de vos participants, mais aussi leur permettre plus tard d'aller valider l'apprentissage qu'ils en ont fait, donc vraiment la validation des acquis. Une recommandation personnelle, très souvent, on va vous recommander de mettre ce quiz-là sur correction manuelle. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un contrôle sur la validation de présence. Donc, une classe virtuelle, le système peut savoir la classe virtuelle débute quand, mais elle ne peut pas savoir elle se termine quand. Donc, de notre côté, c'est impossible d'aller valider à quel moment est-ce qu'une personne peut être bloquée dans le temps dans le plan de formation. Donc, en utilisant un quiz à correction manuelle, vous avez votre classe virtuelle et la progression par la suite va être le quiz. Donc, si une personne n'était pas présente à la classe virtuelle, mais tente de faire l'examen par la suite et contourner un petit peu les règles, vous aurez le contrôle, vous saurez que cette personne-là était présente ou n'était pas présente et vous pourrez prendre action de façon appropriée selon le besoin. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la fonctionnalité des classes virtuelles, qui est une fonctionnalité, comme je le mentionne, qui est très puissante, très intéressante, qui va vous permettre beaucoup de flexibilité, qui vient avec beaucoup d'options. Donc, c'est important de comprendre les grandes lignes. Maintenant, c'est à vous de faire vos différents tests. S'il y a des questions qu'on n'a pas couvertes, si vous avez besoin de plus d'explications, évidemment, vous ne vous gênez pas, vous nous contactez, on est là pour vous aider.